Le pacte de bonne gouvernance démocratique a été signé par 13 des 19 candidats à la dernière présidentielle, et y compris fort heureusement l'actuel président élu, Diomaye Faye. Alors, depuis sa prise de fonction le 4 avril, le président Diomaye Faye a pris de nombreuses décisions. Alors, lesquelles de ces décisions peut-on considérer comme dissonantes vis-à-vis du pacte de bonne gouvernance démocratique? Pour le moment, on ne peut pas dire que les décisions sont dissonantes, parce que quelles sont véritablement les décisions? En dehors justement de son carnet diplomatique ou de ses déplacements sur le plan diplomatique, ce qu'on a vu, ce sont par exemple une prise en compte à partir des propositions de différents conseils interministériels des couches vulnérables comme les couches paysannes, comme la question de l'université aujourd'hui. On réfléchit sur l'université, et ça c'était la question de la gouvernance sociale qui était déjà posée au sein des Assises nationales. Alors, le fameux projet du PASTEF, son programme de société, serait-il incompatible avec ce pacte de bonne gouvernance nationale? Je ne le pensais pas. Je ne pense pas qu'il y ait incompatibilité. Par contre, ce que je vois, moi, c'est-à-dire, ce n'est pas percevoir une sorte de pression venant des différents acteurs des Assises nationales pour leur dire, voilà ce que vous avez signé, c'est-à-dire leur rappeler, ou rappeler à leur conscience ce qu'ils avaient signé. Et ça ne veut pas dire que ça soit véritablement en porte-à-faux avec les actions qu'ils ont. Par exemple, aujourd'hui, je crois que la question de la corruption se trouve au cœur de leurs préoccupations. Le problème du foncier, qui est devenu un problème qui peut faire exploser le pays, et tant d'autres problèmes. Même la question de la citoyenneté, au fond, les Assises nationales, il n'y a pas un exercice de citoyenneté plus important dans ce pays que celui, justement, des Assises nationales. Donc, je ne vois pas d'incompatibilité. Le seul problème, c'est qu'ils veulent être les leaders, être au devant de la scène. Les maîtres du jeu. Voilà, c'est tout. Alors, quid des nominations? Déjà, la constitution du gouvernement où les femmes ont donné de la voix pour réclamer le fait qu'ils n'étaient pas suffisamment genrés en faveur des femmes. Dans le pacte de bonne gouvernance, je pense que les postes de direction devaient être mis en compétition, me semble-t-il. Vous savez, la question de la mise en compétition de ces postes de direction devient extrêmement difficile. Ce qui arrive à PASTEF et aux dirigeants de PASTEF, c'est qu'ils ont eu des soutiens de partout. C'est-à-dire beaucoup de forces sont venues les rejoindre. Sans compter ceux qui ont contribué et travaillé en tant que militants de PASTEF et qui ont subi les affres du pouvoir en termes d'oppression, je ne dis pas oppression, mais ils ont été emprisonnés, ils ont connu toutes sortes de sévices. Je pense qu'il y a ce problème de morale qu'ils rencontrent véritablement. Comment satisfaire? Peut-être pas satisfaire, peut-être pas, je n'irai pas jusqu'à utiliser le terme, si vous voulez, récompense, non, c'est pas ça. Mais comment intégrer tout ce monde qui a souffert justement de la conquête du pouvoir. Je crois qu'ils sont confrontés en premier lieu à cette question. Deuxième chose, et puis il y a la diaspora, il y a les gens qui sont à droite, ceux qui sont dans la gauche, etc. Mais c'est difficile pour eux, à mon avis. Ils ont beau parler de compétences, mais comment régler ce problème, si vous voulez, de légitimité de certains acteurs qui les entourent? C'est difficile. Quand on fait un gouvernement, il faut un certain nombre d'équilibres. Est-ce que tous les équilibres ont été respectés? Équilibres régionaux, équilibres ethniques, voire équilibre religieux, confrérie. Tout cela intervenait dans la formation d'un gouvernement. Je ne sais pas s'ils ont pu faire face à tous ces équilibres. Et enfin, un autre problème, c'est la question des femmes. Tout le monde sait que la démocratie a été portée ces dernières décennies par les femmes et tout le renouveau démocratique s'est joué autour des femmes. Si la tendance était possible en 2000, c'est parce que les femmes avaient changé
leur manière de voter. Alors, dès lors, que faire? Et comme les coalitions ne sont pas toujours favorables aux femmes, elles ont été les premières à ne pas être représentées dans le gouvernement. Et je donnais dans une émission tout à l'heure un exemple, celui, par exemple, de Cheikh Tidiane Dièye, que nous aimons tous. Je dis que c'est quelqu'un de très bien, très compétent, mais à côté de lui, il y avait Ndeye Fatou Diop Blondin, qui est aussi une femme compétente, mais c'est Cheikh Tidiane Dièye qui a été promu parce que c'est lui le leader de leur mouvement ou de leur parti. Et c'est ça dans les coalitions. Les coalitions ne sont jamais favorables aux femmes. Et maintenant, il reste le fait que aussi, peut-être les acteurs qui nous dirigent n'ont pas été suffisamment sensibilisés à la dimension genre. On le voit dans la composition ou le contenu même du gouvernement, de la famille, etc. Et cette dimension a été négligée. Peut-être qu'ils n'ont pas suivi les changements et les mutations intervenues dans ce domaine. Et tout ceci explique, à mon avis, la faiblesse de la représentativité de la femme dans le gouvernement. Alors, quand vous parlez de, disons, une sorte de redevabilité qu'ils ont vis-à-vis de ceux qui les ont soutenus, moi, je considérais que, étant donné qu'il n'y a pas eu un second tour, bon, quelque part, ils avaient plus ou moins une marge de manœuvre pour ne pas devoir récompenser. Mais le problème est que dans la coalition, il y a d'abord la gauche qui est là, représentée dans la coalition. Il y a des ralliements à un moment donné. Tous les mécontents ont quitté le pouvoir et se sont manifestés bruyamment en intégrant justement la... Alors ils se sont retrouvés avec une coalition tellement vaste, hétéroclite. Et tant qu'on n'ira pas, de mon point de vue, dans la formation ou dans l'organisation de grandes formations politiques, je vous dis, des formations où émergeront un leadership de qualité à l'intérieur de chaque formation, il sera difficile, à mon avis, de sortir justement de ce que je considère comme le dictat de ces ralliements. Alors, étant donné le caractère non contraignant du pacte national de bonne gouvernance démocratique, si éventuellement le président Diomaye Faye décide de le ranger de côté, comme l'avait fait le président Macky Sall, qui lui aussi avait signé les conclusions des assises nationales et ne les a pas vraiment appliquées, que va-t-il se passer? Jusqu'à preuve du contraire, vu le côté, ils disent qu'ils font promouvoir une certaine forme de morale par rapport à leur démarche, je me dis peut-être qu'ils ne vont pas renoncer aussi facilement à leur signature et à la parole donnée. Je pense. Je le crois. Et dans le cas contraire, il faudra qu'on continue à travailler et à sensibiliser. Parce que les idées, une fois qu'elles sont là, elles peuvent être appropriées, tout un chacun pourra s'approprier de ces idées. Et à partir de ce moment, il faut continuer à travailler dans le cadre de la société civile. Les organisations, on a vu par exemple comment les femmes se sont retrouvées dans un cadre très fort, le cadre de concertation des femmes. Comment par exemple tous ces mouvements sursaut, etc. Nous-mêmes, nous allons travailler dans le cadre du mouvement citoyen avec une part très importante donnée à la formation, si vous voulez, démocratique. Et nous allons continuer, tout un chacun va continuer à travailler. Et quand on aura à faire les forums de quartier, moi, en tout cas, dans notre mouvement, on évoquera aussi et on partagera aussi les conclusions des assises, le pacte de bonne gouvernance. On ne peut pas laisser tomber toute cette réflexion. Parce que c'est un moment fondateur de quelque chose. Or, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, ce n'est pas seulement une alternance, c'est une révolution. Au sein de la société, il y a un bouleversement extrêmement important qu'on n'a pas fini, si vous voulez, d'évaluer. Il faudra absolument évaluer ce bouleversement. Et à partir de ce moment, on va voir ce qu'on a proposé jusque-là dans les assises nationales, comment intégrer, ou en tout cas faire de telle sorte que ce bouleversement soit lu, analysé à l'aune des conclusions des assises nationales. Est-ce que vous pouvez nous dire, et surtout dire au président, pourquoi il est pertinent qu'il applique ce pacte de bonne gouvernance? Je pense qu'il est absolument pertinent de l'appliquer parce que
depuis que les conclusions des assises nationales ont été rendues publiques, depuis que le rapport de la Commission nationale de réforme des institutions a été remis au président de la République Macky Sall, qui en était le commanditaire, il faut le rappeler, on a du mal à comprendre pourquoi les politiques rechignent toujours à appliquer ne serait-ce qu'une partie, justement, de ces conclusions et des recommandations du rapport de la CNRI. Ça veut dire que dans l'exercice du pouvoir, ils pensent ou ils perçoivent ces conclusions et ces recommandations comme une remise en cause fondamentale de leur pouvoir. De leur pouvoir à partir du moment où ce pouvoir est perçu comme un pouvoir personnel. C'est-à-dire c'est la personnalisation du pouvoir dont on ne peut pas se départir, peut-être qui explique le fait qu'on ait des difficultés à appliquer. Et regardez les rapports. Et pourtant, les recommandations qui sont proposées, ce sont les recommandations qu'on retrouvera, en tout cas en partie, dans les différentes rencontres ou les différentes réunions ou les différents dialogues qui sont convoqués depuis pratiquement 2008, pratiquement. Alors, pourquoi avons-nous peur? C'est parce qu'il y a des phénomènes que les politiques ont encore du mal, surtout que lorsqu'ils sont dans le pouvoir. Je ne dis pas que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ont cette approche, on verra dans l'exercice, mais la personnalisation du pouvoir, la patrimonialisation du pouvoir et le fait d'être un président de la République avec un exécutif très fort, on a du mal à y renoncer. D'ailleurs, même avoir une discussion sur l'équilibre des institutions, par exemple, avoir une discussion sur ce que deviendra le Parlement par rapport à l'exercice du pouvoir. Est-ce qu'on va aller à un régime parlementaire ou pas, semi-parlementaire? Est-ce qu'il faut garder l'exécutif fort? Même avoir ce débat, il est extrêmement difficile de l'avoir. Comment voulez-vous, en dehors des assises nationales, on a beaucoup discuté, se retrouver avec les gens du pouvoir de façon générale pour avoir ce genre de discussion? Je crois que c'est extrêmement difficile. Et je reviens à ce que disait Obama. On a besoin d'institutions fortes, mais pas d'hommes forts.